Bienvenue à tous les trois. On va s'installer tranquillement parce que elle n'est pas facile cette question. Quelle réalité pour cette promesse d'inclusion des Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont un fantastique levier de développement des territoires, organisé notamment en Seine-Saint-Denis, ces Jeux du centenaire qui affichent l'inclusion comme une promesse. Historiquement, les JO ont été au cœur des enjeux d'égalité, de valorisation des diversités. Quel bilan on peut faire à la veille de ces Jeux parisiens? Quel impact pour la société française? Et puis, quelles actions concrètes pour avoir des JOP inclusifs économiquement, porteurs d'opportunités pour tous? Voilà toutes les questions auxquelles on va essayer de répondre. Pascal Blanchard, je me tourne vers vous peut-être pour commencer, pour poser les bases. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, s'il vous plaît? Bonjour, moi je suis historien, je travaille sur l'histoire de l'immigration, l'histoire coloniale. Vous venez d'entendre Constance Rivière tout à l'heure au Palais de la Porte Dorée. On est en train de préparer une très belle exposition sur l'histoire des Jeux Olympiques. Car quand on s'intéresse à l'immigration, à la diversité, à la lutte pour l'égalité, à la lutte pour la parité, il n'y a pas plus beau que les Jeux Olympiques. C'est 130 ans de combat pour commencer à tendre vers une société, on va dire, tout juste équilibrée. Donc les Jeux Olympiques, c'est le parfait cheminement pour comprendre comment il faut se battre. C'est la meilleure entreprise référence pour que toutes les entreprises puissent se benchmarker dessus. Oui, notamment les Jeux parisiens sont les premiers Jeux paritaires de l'histoire avec autant d'athlètes femmes. Comme quelle lecture on peut faire aujourd'hui? Elle est vaste ma question, Pascal, des JO au regard de l'histoire en tant qu'historien. Quand on regarde les Jeux Olympiques, on est persuadé que ça s'est toujours bien passé. Par définition, on imagine qu'il n'y a rien de plus beau que des hommes et des femmes qui se rassemblent pour venir courir, sauter, participer en équipe. Et tout ça a dû très bien se passer depuis 1896, la naissance des Jeux. C'est comme toute entreprise. Il faut partir à la genèse, il faut partir à la base de ce qui s'est passé. Au départ, ça commence mal. C'est une affaire d'aristocrates blancs qui considèrent que le sport doit être réservé à des gens qui ne travaillent pas, par définition, puisqu'il faut avoir du temps pour faire du sport, donc pas le monde ouvrier. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui participent aux Jeux Olympiques, puisqu'en 1896, il n'y en a aucune. Qu'il n'y a pas beaucoup de population venue des quatre coins du monde, puisque c'est d'abord une idée occidentale. Et que, comme disait Coubertin, pour lui, la vision de quelle était la place de la femme dans les Jeux Olympiques, dans les tribunes. Ça commence mal pour cette entreprise. Ça commence mal pour cette entreprise qui va devenir, avec le temps, graduellement, tous les 4 ans, le premier événement au monde. Celui qui est le plus commenté, le plus vu, le plus suivi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un peu comme l'ONU, c'est là que se rassemblent toutes les nations. Et il faut en être. Il faut y être. Et donc toute l'histoire va raconter quelque part l'évolution de cette entreprise qui va commencer par une petite PME européenne et américaine pour terminer par une multinationale mondiale qui implique plus de pays que l'ONU aujourd'hui. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que rien n'a été donné à l'intérieur de cette entreprise pour l'égalité. Tout a été conquis. En fait, on se rend compte que c'est à l'intérieur du système que la lutte pour les discriminations s'est organisée. Ceux qui, justement, étaient sportifs se sont battus pour être reconnus. Pourquoi? Parce que, généralement, au début du XXe siècle, quand vous n'êtes pas blanc, c'est extrêmement rare qu'on vous donne un pouvoir politique. C'est extrêmement rare qu'on vous donne un pouvoir médiatique. Le sport est un des rares espaces où vous pouvez partir sur la ligne de départ pratiquement à égalité. Et quand vous gagnez, ce qui est donc arrivé, vous avez cette petite chance de seul coup de devenir un porte-voix. Celui ou celle qui est capable d'arriver à faire basculer les choses. Vous devenez une icône, vous devenez une référence, vous devenez un porte-voix. Il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, à travers le sport, et vous avez tous en tête des images, si je commence à vous parler d'un podium de 68 avec les Afro-Américains, Carlos et Suisse, vous l'avez en tête. Et si 2 hommes, ce jour-là, sont capables de sacrifier leur carrière, leur vie professionnelle, leur médaille, que le CIO va leur retirer immédiatement, le fait qu'ils ne reviendront plus jamais aux Jeux, puisqu'ils seront exclus à vie des Jeux Olympiques, leur record du monde, qui ne sera même pas homologué par le CIO, et que vous vous rendez compte que dans cet instantané, ils sont capables de sacrifier leur destin juste pour la lutte pour les discriminations, comme diraient certains, en opposition totale au CIO, qui les expulse. Vous vous rendez compte que l'espace olympique est un espace fantastique de ce combat. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ce qu'ils ont fait comme geste, vu par plus d'1,5 milliard de personnes, à la fois à l'époque à la télévision, naissante dans les Jeux Olympiques, mais aussi en termes de photographie, tous les grands photographes du monde sont là, Doano compris, cette image elle est aussi célèbre que Che Guevara sur les t-shirts. Elle va marquer quelque chose aussi fort que tout le mouvement des droits civiques qui, à l'époque, aux États-Unis, juste après la mort de Martin Luther King, marquait l'opinion publique. Et donc on voit bien que l'espace olympique va permettre d'une certaine manière à l'intérieur de lui-même, et souvent contre, on va dire,
sa direction. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant pour nous de le regarder comme une entreprise. Je dirais que c'est souvent ceux qui sont les derniers entrants dans cette histoire qui se sont battus pour avoir une reconnaissance. Et vous venez de dire quelque chose qui est très simple. Et nous, quand on fait travailler à travers une Constance Rivière, que vous avez vu, on travaille avec elle sur une grande expo pour la Porte Dorée. Et actuellement, cette expo, elle tourne dans toute la France. Quand on fait travailler des jeunes sur la courbe de présence des femmes dans les Jeux Olympiques, je peux vous dire que c'est extrêmement pédagogique. D'abord, ils apprennent à faire un calcul qui est simple. On part de 0 pour arriver à 50%. Il n'y a pas mieux. Et sur 130 ans, mesdames, c'est à peu près le meilleur reflet que vous pouvez avoir de la place des femmes dans le rapport à l'autorité, au pouvoir, à l'égalité, à la non-discrimination. Vous l'avez dit tout à l'heure, il aura fallu depuis le congrès de la Sorbonne de 1894 qui crée les Jeux modernes, 130 ans pour que des hommes imaginent qu'il peut y avoir autant de femmes que d'hommes dans les Jeux Olympiques. 130 ans, à l'échelle du monde, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle du combat des femmes, c'est extrêmement important. Et vous le verrez, ce sera un des rares domaines, le sport et l'olympisme en 2024, qui va pouvoir servir aussi de référent aux autres. Ça veut dire que si ça commence dans les Jeux Olympiques, ça n'est pas encore abouti dans le reste de la sphère professionnelle. Et vous pouvez décliner à travers les Jeux Olympiques comme ça toute une lecture du monde, toute une lecture aussi des combats, comment ces combats se sont structurés, d'égalité. Vous pouvez prendre le même réflexe avec le paralympisme. Comme vous le savez, au départ, les Paralympiques avaient peu d'espace pour courir dans les Jeux. Quelques-uns ont réussi à avoir des médailles malgré leur handicap. Mais il a fallu attendre 1948 pour que les premiers Jeux de Storyville soient autorisés pour les blessés de guerre, pour que le comité olympique commence à se poser la question, est-ce que 12% des individus présents sur la Terre ont le droit à une médaille? Vous voyez que le paralympisme, l'histoire des Jeux olympiques, l'histoire de la parité, l'histoire des discriminations se racontent à travers le sport. Et elles se racontent d'autant plus que ce sont des héros. Et ces héros, justement, ils ont une double facette. À la fois, ils ont couru très vite, ils ont gagné des médailles pour des pays, mais en même temps, ils sont devenus souvent les porte-voix les plus puissants, les plus efficaces pour faire changer les mentalités. Si on lit du coup ces deux mots de Jeux Olympiques et d'inclusion, Pascal Blanchard, c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est à la fois un mythe et une réalité. Pourquoi? Non, mais j'explique. Rien n'existe d'une manière théorique tombant du ciel. C'est toujours œuvre de combat et d'engagement d'individus. À partir du moment où vous prenez n'importe quelle société, n'importe quel organisme, c'est ceux qui sont à l'intérieur de cet organisme qui fabriquent l'inclusion. L'inclusion, elle n'est pas d'une manière merveilleuse, tel quelque chose qui descend du ciel, telle une lumière. Ce n'est pas les Blues Brothers qui attendent la lumière de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est à l'intérieur de la structure que l'inclusion peut se construire. On l'a vu, si vous prenez juste l'éco-responsabilité et le temps qu'il a fallu pour qu'on commence à concevoir que des jeux devaient être éco-responsables. Allez le dire aux Grecs ou à Montréal que les jeux étaient éco-responsables, ils ne l'étaient pas. Il a fallu 40 ans pour rembourser. Les sportifs et les stars se font toujours attendre. On salue votre voisin, Aurélien Diez. Bienvenue, Aurélien, judoka du haut niveau. Et pas seulement, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Et donc, si vous préférez, il faut accepter cette idée que c'est à l'intérieur du système que l'inclusion s'est construite. Et pourquoi elle s'est construite? C'est parce que petit à petit, on est passé de, je disais, quelque chose de très élitaire à quelque chose de très populaire. Et que cette pression sur l'éco-responsabilité, cette pression sur l'inclusion, cette pression sur la non-discrimination, cette pression sur l'égalité et la parité, cette pression aussi sur les territoires et quel impact à avoir, ce sont les territoires eux-mêmes qui l'ont réclamé. Regardez, pour les Jeux de Paris 2024, la plupart des villes européennes, notamment, qui avaient fait des référendums municipaux, ces référendums ont démontré que les populations ne voulaient pas des Jeux. Pourquoi? Parce que le vieux modèle des Jeux, qui a tout le temps su muter et évoluer, est pratiquement abscon. Et on est en train aujourd'hui de discuter déjà des Jeux de 2050, et on sait qu'ils n'auront plus rien à voir avec les Jeux d'aujourd'hui. Ils ne construiront plus d'infrastructures, elles seront des gens présentes. Elles ne seront certainement pas dans une seule ville, dans un seul pays, mais dans plusieurs pays. Regardez la prochaine FIFA, elle s'organise sur 3 continents. Il y aura des mutations majeures, pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il n'est plus possible d'imaginer que quelque chose arrive sans demander aux populations leur avis sur cette inclusion sur leur territoire et dans leur vie un événement. Nous ne sommes encore qu'au balbutiement de l'inclusion. Nous sommes encore qu'au balbutiement de l'impact positif sur les territoires. Mais la question qui se pose aujourd'hui, vous pourriez la poser aux femmes qui en 1896 se battaient pour avoir le droit de courir, de sauter, de participer aux Jeux. À l'époque, les hommes étaient persuadés qu'elles n'y participeraient jamais. Si elles avaient écouté les hommes, elles ne seraient jamais rentrées dans les Jeux Olympiques. Donc ce débat sur l'inclusion, ce débat sur l'éco-responsabilité, ce débat sur l'importance pour l'impact sur un territoire, ce débat pour penser les Jeux autrement, est un débat qui est en mouvement. Et ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux sera certainement léger, mais qui évolue depuis à peu près les 4 derniers Jeux Olympiques, en gros après les Jeux Olympiques chinois, où la question a été profondément posée, et après l'échec et le traumatisme de Sochi, 39 milliards.
39 milliards dépensés dans une région aujourd'hui qui est totalement à l'abandon à Sotchi et qui ne sert à rien. On voit bien que les jeux peuvent aussi fabriquer des monstres financiers, des monstres de non-impact écologique. Et donc tout ça, aujourd'hui, dans cette lecture critique, c'est un rapport de force. Et comme tout équilibre contre les discriminations, contre tout équilibre contre les inégalités, par définition, il s'induit à travers un combat de ceux qui choisissent une voie par rapport à une autre. Et c'est un rapport de force, comme toujours, comme dans toute entreprise, comme dans toute société, il y a un rapport de force pour tendre vers l'égalité. C'est passionnant, merci beaucoup. Vous intervenez quand vous voulez. On va se pencher maintenant sur les enjeux d'inclusion pour ces Jeux à venir. 2 chiffres que je voulais vous donner, l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. On parlait de levier, notamment pour dynamiser l'activité de l'emploi dans nos territoires. Plus de 150 000 emplois mobilisés dans 3 grands secteurs d'activité durement touchés par la crise sanitaire. Et puis la Solidéo qui a adopté une charte en faveur de l'emploi et du développement territorial prévoyant une clause de 10% des emplois réservés à l'insertion professionnelle. On va en parler avec vous, messieurs. Vous représentez le monde de l'entreprise en lien avec ces Jeux. Laurent Degré, je me tourne vers vous. D'abord, président de Cisco en France. Racontez-nous déjà les liens de Cisco avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour à tous. Alors les liens sont multiples. Quelques mots sur Cisco. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est un leader dans le monde de l'IT, des réseaux, des télécoms. Et on est une société qui a 40 ans maintenant, qui est basée dans plus de 150 pays. Et on a la prétention de dire qu'on a fabriqué l'Internet. On a mis en place les premiers équipements qui permettaient de communiquer d'un ordinateur à l'autre. Et tout ça, ça a créé l'Internet. Donc depuis 40 ans, on œuvre en fait pour la connexion, la connectivité, la mise en relation et puis la sécurité de tout ça. Et c'est à peu près 75 000 personnes dans le monde. C'est un peu moins de 1000 en France, pour vous donner quelques exemples. Et on a un partenariat ou une relation, on va dire, multiple avec le comité olympique, mais aussi les organismes locaux qui mettent en place les Jeux olympiques. On a depuis 2012 un accord de partenariat pour mettre en œuvre toute la connectivité, toute l'informatique, toute la plateforme digitale, parce que les Jeux deviennent aussi des événements maintenant digitaux. Tout est retransmis. Je vous donne quelques chiffres sur Paris 2024. On pense avoir à peu près 5 milliards de téléspectateurs en cumulé qui vont regarder les événements. Et nous, on va mettre en place, et on le fait depuis 2012, l'infrastructure télécom avec nos partenaires. Et puis cette année, donc depuis on a fait Londres, on a fait Rio, on a fait le Japon, et puis Paris 2024, on va faire l'infrastructure télécom pour retransmettre tout ça. On va faire la cybersécurité, donc on a un gros challenge parce qu'avec nos partenaires, on va sécuriser l'ensemble des informations qui vont circuler. Alors ça va du résultat du 100 mètres qui va être transmis et qui va devoir être partagé dans le monde entier. Il vaut mieux le sécuriser parce que si jamais il y a un problème, je ne vous raconte pas ce qui va se passer sur un événement qui dure moins de 10 secondes. Et puis on met en place aussi des outils de collaboration, de communication pour les journalistes pour faire que toute cette information, en fait, elle soit véhiculée de manière sécurisée le plus rapidement possible au travers du monde. Donc ça, c'est notre partenariat technologique. Et puis c'est aussi du sponsoring qui est derrière. Et puis c'est aussi dans le cadre de Paris 2024 quelque chose qui est nouveau et qui correspond, j'aurais tendance à dire, à nos valeurs aussi, qui consiste à dire, et je vous rejoins sur le fait que ça change. Alors ça a évolué depuis une centaine d'années. On n'est pas encore parfait, mais ça change. Ces Jeux de Paris 2024, ils sont résolument placés sous l'égide, j'aurais tendance à dire, de l'éco-responsabilité. Il y a toujours une empreinte carbone, mais là, il y a des efforts qui sont faits pour réutiliser les infrastructures. Alors, ça correspond à quoi concrètement chez vous, alors? Comment? Pour vous, par exemple, ça correspond à quoi concrètement? Concrètement, pour nous, c'est les infrastructures qu'on va mettre en place typiquement. On ne va pas les jeter, on ne va pas les mettre à la poubelle. On ne va pas faire comme à Sotchi. On va les réutiliser derrière, et c'est les accords qu'on a pris pour que ces infrastructures, elles soient réutilisables derrière. Et puis c'est aussi, il y a l'aspect éco-responsable, il y a aussi l'aspect inclusion. Qu'est-ce qu'on fait pour... Alors c'est un mot qui est un petit peu, un peu grand, mais quel héritage on va laisser? Donc comment on travaille aussi sur l'inclusion, comment on laisse une empreinte, comment on fait que ces Jeux ils soient aussi bénéfiques pour les personnes qui y ont travaillé, mais qui sont autour. Et c'est ça aussi notre accord avec Paris 2024. Quelle réalité, du coup, ça revêt chez vous? C'est vrai que ce mode d'inclusion, il est un petit peu fourre-tout. Pour vous, ça correspond à quoi, du coup?
Alors pour nous, on a fait, on ne peut pas changer le monde, mais on travaille pour faire un monde meilleur. On met en œuvre typiquement ce qu'on sait bien faire. Qu'est-ce qu'on sait bien faire? On sait former au métier du numérique. Alors d'où ça vient? Ça vient depuis 2001, on a créé en fait une des premières plateformes d'apprentissage numérique dans le monde, qui a formé à ce jour, qui s'appelle NetAcad et qui a formé à ce jour 17 millions de personnes. 300 000 en France, pour vous donner un exemple. Et on s'est dit, bah voilà, typiquement sur pleine commune, mais pas que, mettons en œuvre cette plateforme, mettons-la à disposition pour que de toute façon, vous puissiez, quelle que soit votre activité autour des JO ou pas, sur le territoire de pleine commune ici, donnons la possibilité de vous acculturer au métier du numérique, parce qu'on sait le faire, de vous former, et voire d'aller vers des formations diplômantes. C'est quelque chose qu'on sait bien faire. On l'avait fait au début, depuis 2001. Pourquoi? Parce qu'on a une pénurie de talent, et on a toujours eu une pénurie de talent dans l'informatique, dans l'IT. Et donc on s'est dit en 2001, il faut mettre en place une plateforme pour former. Et les cycles d'innovation technologique étant de plus en plus rapprochés, qui avait entendu parler de l'intelligence artificielle il y a un petit peu moins d'1 an, tout ça, il faut former des étudiants, il faut former des demandeurs d'emploi, mais il faut aussi former dans les entreprises. Et donc, cette plateforme a été créée pour ça, et on la met à disposition de pleine commune pour nous assurer que dans la région, tout le monde puisse avoir accès de manière gratuite à une formation acculturante, jusqu'à des formations certifiantes, pas que sur nos technologies, mais aussi sur des métiers du numérique. Ouais, là, c'est inclusion et héritage aussi du coup des jeux. Je voudrais que vous me parliez aussi de ce que vous faites avec les décodeuses. Parce que ça m'intéresse ça aussi. Alors, les décodeuses, c'est le deuxième pendant. On essaye toujours de travailler en écosystème. Parce qu'on peut faire des choses de manière personnelle, nous, en tant que Cisco France, mais l'écosystème est beaucoup plus fort. Donc, on a aussi souhaité travailler sur l'inclusion, bien évidemment, mais aussi sur la diversité, et la diversité aussi homme-femme, qui est un vrai problème. Et quand on cumule la problématique dans les QPV de taux de chômage, alors qu'on a des tonnes de talents, il faut juste mettre ça en adéquation avec les besoins. Et nous, notre levier, c'est la formation. On a travaillé aussi avec les décodeuses et les décodeuses, alors je ne sais pas qui connaît les décodeuses, mais les décodeuses sont là pour une association qui est là pour sensibiliser dans ces quartiers les femmes au métier du numérique, parce qu'il y a des passerelles et c'est le meilleur moyen de s'intégrer. Et donc nous travaillons avec les décodeuses pour, en utilisant notre plateforme, mettre en place un cursus de formation d'analyste cybersécurité, en partant de rien, en montant des modules, et puis pour arriver à une formation certifiante qui, de toute façon, va déboucher sur un emploi, parce qu'à ce jour, en France, on évalue à peu près à 30 000 le nombre de postes à pourvoir dans le domaine de la cybersécurité. Donc c'est à la fois la diversité homme-femme, les quartiers, et puis on met en place ce qu'on sait faire, pas trop mal. Je vous redonne un chiffre, on forme 50 000 personnes par an en France, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, les IUT, les bacs pro, l'AFPA, l'UIMM. Et donc on met ça à disposition, et ça ne peut qu'aider à l'inclusion, à l'intégration dans le monde du numérique, au travers du monde du numérique. Merci beaucoup. Vous parliez de talent il y a un instant. On accueille un talent. Je ne sais pas si vous avez un micro, Aurélien Diès, judoka de très haut niveau. Je vous laisse peut-être vous présenter déjà. Vous êtes judoka, mais pas que. C'est ça. Tout d'abord, je suis judoka. Je suis en équipe de France de judo, logiquement. Je suis vice-champion du monde, médaille européen avec l'équipe de France, triple champion de France, champion d'Europe jeune, etc. Et à côté de ça, je suis tout d'abord ambassadeur de Seine-Saint-Denis, du 93, dont je suis issu. C'est un crack de Bondy, vous aussi. le crack de Bondy, on le connaît tous. J'ai grandi avec, il était à l'école avec moi en plus d'ailleurs. C'est Kylian Mbappé, évidemment. Exactement. Je pensais qu'on n'avait pas besoin de le nommer. Mais voilà, qui finalement est une ville sportive. J'ai grandi à Clichy-sous-Bois, au Chêne-Pointu, un quartier bien prioritaire. Et ensuite, en 2005, l'année des émeutes, on a déménagé à Bondy. Et j'ai pu grandir et m'épanouir à Bondy, découvrir le judo à Bondy, découvrir de très belles personnes comme Saïd Amouche, que j'ai pu découvrir à Bondy. Et je suis vraiment fier de l'héritage que m'a donné mon département et du coup ce côté populaire, parce que j'ai vraiment cet aspect assez ouvert sur les différentes cultures et ça m'a poussé à avancer
aussi bien au niveau sportif, d'aller au bout de mon projet sportif que d'aller au bout de mon projet scolaire. Du coup, là, j'ai obtenu mon bac plus 5 pour être ingénieur. Je voulais travailler en tant qu'ingénieur en R&D, en conception de produits. Et c'est chose faite. Et j'ai à cœur de continuer constamment de partager au niveau des plus jeunes, ce que je fais déjà, au niveau du double projet, au niveau de l'inclusion par le sport, parce que je ne cesse de vanter les mérites du sport en termes d'inclusion. Je pense que c'est une manière extrêmement facile et extrêmement bien choisie de finalement permettre d'inclure des personnes en fait dans une société et de permettre de voir à quel point la différence peut être une force. Je fais du judo comme je disais, et ce que j'aime particulièrement dans le judo, c'est quel que soit le profil qu'on a, on est capable de s'exprimer. Et dans une même catégorie de poids, par exemple je suis dans la catégorie des moins de 100 kg, on peut avoir des petits, des grands, on peut avoir des plus gros, des plus costauds, on peut avoir des athlétiques, des moins athlétiques, des endurants et des explosifs. Et chacun en fait va essayer de maximiser sa différence au profit de la haute performance qui finalement est très bien transposable dans le monde de l'entreprise comme dans le monde de la société. Et c'est vraiment cet aspect-là que j'aimerais vraiment qu'on puisse remarquer et que j'espère que les gens laisseront un héritage et que chacun peut maximiser sa différence et qu'on ne devrait pas avoir peur finalement de mettre de la diversité dans notre société, parce que c'est ça qui est la vraie richesse finalement de notre société, la société française, la France qui est le pays pour avoir voyagé où il y a le plus de diversité, où il y a le plus de mélange de cultures, et il faut vraiment réussir à en profiter, à le maximiser au service de tous. Vous sentez une attente forte autour de ces Jeux Olympiques et Paralympiques dans votre territoire de la Seine-Saint-Denis ? Totalement. C'est une attente forte. Déjà parce que c'est les Jeux Olympiques, et moi ça m'anime, sans grande surprise. Mais aussi parce que justement c'est un moment où les caméras seront braquées sur ce département pour d'autres raisons que d'habitude. Et du coup c'est un enjeu de pouvoir montrer les beaux aspects et la belle image du 93. Comme je disais, moi j'ai grandi dans le 93, j'ai tenu à vraiment continuer de le représenter et à y être encore licencié. Je suis licencié à l'état sportif de Blanc-Ménil parce que malgré d'autres propositions, mais j'avais à cœur vraiment de montrer une autre image du département, et ce sera l'occasion de montrer une belle image du département et finalement de casser certains stéréotypes, de mettre en lumière les beaux aspects de ce département, tous les talents qu'il peut y avoir et qui ne demandent qu'à être considérés, qu'à être formés, comme il l'expliquait tout à l'heure, et à être mis en avant. Quelque chose qui par exemple me parle et m'a marqué, on parlait d'héritage tout à l'heure pour les Jeux Olympiques. Il y a le centre aquatique et olympique, le CAO, qui est juste en face du Stade de France, qui a été construit, qui va laisser un très bel héritage. Et c'est là où ces Jeux sont éco-responsables et qui sont importants finalement dans la société. C'est qu'on expliquait quand je faisais la visite du chantier il n'y a pas si longtemps, à la dernière Jeux Olympique, qu'un enfant sur deux à Saint-Denis ne savait pas nager. Et c'est du coup la ville, je crois, une des villes en France où il y a le moins de personnes qui savent nager. Et le fait d'avoir positionné ce centre aquatique en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis précisément, dans cette ville, et que finalement il va continuer d'évoluer après les Jeux Olympiques pour être une piscine et un lieu vraiment d'éducation aquatique. Je trouve que c'est quelque chose qui est très beau, et c'est un peu à l'image de l'héritage que laisseront les Jeux, mais j'espère surtout que l'héritage que laisseront les Jeux sera surtout un héritage culturel et qu'il ouvrira les esprits sur la différence, la diversité et sur le fait d'inclure les personnes. Et les Jeux paralympiques, je pense aussi, sont une très belle image de voir que tous les publics, même ces publics-là qu'on a tendance à fragiliser, qui sont capables de très belles prouesses, et j'ai vraiment hâte de ces Jeux et hâte de voir comment la société en sera transformée. Vous êtes en cours de qualification, Aurélien, comment ça se passe sportivement ? Sujet touchy. Mince. Allez, on n'en parle pas. Non, je vais en parler. Au niveau du judo, il y a un processus de qualification qui est en 3 phases. La première phase était vendredi dernier, c'est pour ça que j'ai dit touchy. Ils ont annoncé les premiers sélectionnés
Teddy Riner en faisait partie, Clarissa Guilinou en faisait partie. J'ai été sélectionné au dernier championnat d'Europe. Malheureusement, j'ai perdu sur le championnat d'Europe en titre. Ça s'est pas super bien, c'est pas super bien passé. Et donc finalement, j'attendrai la prochaine phase de sélection qui sera en février pour me qualifier. Mais je suis leader de ma catégorie. Et le tournoi de Paris, qui d'ailleurs se déroulera juste en face à l'Accor Arena, sera un événement majeur, et j'espère bien pouvoir briller déjà à Paris à l'Accor Arena pour prendre ma qualification. Ça, ce sera quand le tournoi de Paris ? Début février, je crois que c'est le 5 février, mais bon. On vous donne rendez-vous déjà, ça sera juste je vous y attends tous. Guillaume Amar, je me tourne vers vous. On va continuer avec vous tous à se projeter sur les enjeux d'inclusion de ces JO. Directeur général du groupe Harmonia, racontez-nous ce que c'est le groupe Harmonia et pareil, quels sont les liens avec ces JOP ? Alors, bonjour à tous et à toutes. Déjà, le groupe Harmonia, je pense que pas grand monde connaît. À la différence de Cisco, nous sommes une ETI française qui réalise un peu moins de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous nous croisez quasiment quotidiennement tous les jours, sans le savoir. C'est 12 000 collaborateurs qui œuvrent au quotidien dans un certain nombre de services, notamment ce qu'on appelle l'hospitality, l'accueil, la sécurité, la propreté, tous ces métiers dits des invisibles. Ces gens que vous nous croisez sans savoir réellement qui ils sont, mais qui au quotidien œuvrent et qu'on a mis en valeur pendant la période de Covid. Et c'est un groupe qui est un groupe français, qui a un maillage essentiellement national avec une présence aussi internationale, mais à l'origine française. Et puis surtout détenu par une famille fondatrice qui a transmis à ses 5 enfants, donc avec des valeurs, et on parlait d'héritage tout à l'heure. Déjà, le premier élément, c'est qu'il y a un héritage familial fort sur un certain nombre de valeurs que je pourrais vous décliner après. Mais déjà, c'est important. Là, c'est tous ces métiers où on va parler après beaucoup d'inclusion. Votre rôle en rapport avec les Jeux ? Alors, les JO. Alors déjà, effectivement, donc, nous sommes au quotidien en contact de visiteurs, de personnes, et nous avons la chance d'avoir un certain nombre de clients qui vont œuvrer pour les JO. Pour ne pas le citer, l'Accor Arena, puisque nous œuvrons pour l'ensemble de l'hospitality de l'Accor Arena, et pareil pour la FFT, donc Roland Garros. On intervient également donc, pour ces JO. Alors, pendant cette période-là, ce qui va se passer, c'est qu'on a répondu donc, à un cahier des charges. Ce cahier des charges prévoit, comme vous le disiez tout à l'heure, 10% de personnel, donc dit inclusif. Ce qui est amusant, c'est que moi, la question qu'on se posait déjà en interne, c'est que je vous rappelle qu'il y a 40 000 bénévoles qui vont œuvrer dans les métiers de l'accueil, du placement et de l'hospitality. La question que je pose et que je renvoie à l'État, est-ce que l'État ou les entreprises vont avoir le même quota que nous, entreprises privées qui répondront à cet appel d'offres ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr que nous, ça ne sera pas un sujet pour nous de répondre à ces 10%, puisque depuis à peu près une vingtaine d'années, nous œuvrons quotidiennement sur ces sujets dits de diversité, dits d'inclusion, dits de différence, dits de handicap. Tous ces mots, j'ai envie de vous dire, nous, aujourd'hui, on les a bannis. Aujourd'hui, notre richesse, elle est faite des hommes et des femmes qui constituent ce groupe. Parce qu'encore une fois, nos actifs aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien. Alors peu importe leur savoir-faire, ce qui nous importe, c'est leur savoir-être. Et ce qui nous intéresse derrière, c'est effectivement que l'on puisse les faire évoluer. On a un véritable ascenseur social, que ce soit dans les métiers de l'accueil, de la sécurité, de la propreté. 30% aujourd'hui de nos collaborateurs sont issus de la promotion interne et on continue parce qu'on a une croissance forte. Donc ça nous permet de créer énormément de passerelles. On crée beaucoup de passerelles avec les lycées, avec notamment dans la Seine-Saint-Denis, nous travaillons beaucoup avec nos quartiers ont du talent. Donc sur toute la zone, effectivement, on a été un des premiers à travailler avec cette association. 22% de nos collaborateurs sont effectivement des recrutements dits inclusifs, donc de quartiers prioritaires. Donc dans les JO demain, ça va être finalement qu'une continuité, la continuation de ce qu'on fait depuis des années. Donc c'est assez naturel aujourd'hui pour nos équipes de se dire, c'est pas un frein, c'est pas une problématique majeure, puisque encore une fois, on a progressivement œuvré, mais on a commencé par le haut. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord formé l'ensemble de la strate du COMEX et du management. Si ça ne vient pas par le haut, ça ne peut pas venir. Là où je vous rejoins, c'est qu'une fois que c'est à l'intérieur de l'entreprise, alors une fois qu'on a bien effectivement mis les graines dans l'entreprise, c'est parti. Mais au départ, aller convaincre des managers ils vont avoir à intégrer des personnes en situation de handicap, des gens ici de quartiers défavorisés, qui sortent de prison. Alors comment les convaincre justement ? Alors comment on les convainc ? Déjà, il faut qu'on soit convaincus nous-mêmes, donc moi le premier. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai impliqué au sein de mon COMEX. Derrière, j'ai formé mes équipes du COMEX, notamment à tout ce qui est handicap. Vous faites un sport collectif individuel, j'ai fait beaucoup de sport co. Et je disais tout à l'heure à une personne que je ne crois pas à la réussite des équipes où on met des talents mis bout à bout, ou en tout cas des clones. Je crois à la diversité. Moi, j'ai fait 10 ans de foot. Les 10 ans de foot, ça m'a permis de connaître des gens de quartiers défavorisés. Moi, je venais plutôt d'un quartier favorisé. Mais j'étais dans une mixité sociale qui était telle
que j'étais heureux parce qu'effectivement, je comprenais mieux l'apport de l'autre. Et puis, mon métier m'a permis aussi d'être dans ce secteur d'activité qui est la propreté, qui est un métier, et j'ai démarré dans la Seine-Saint-Denis, du côté du Blanc-Ménil, de Bondy, de Saint-Denis, et j'ai rencontré des gens fabuleux. Et quand vous êtes convaincu après derrière, vous emmenez vos équipes sur ces formations. Donc je les ai emmenés dans différentes associations, on est intervenu sur des forums, et progressivement, eh bien, vous avez un effet top-down et bottom-up. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que la direction implémente, diffuse, et sur site, nos collaborateurs sentent ce sujet-là. Donc vous avez des gens qui lèvent la main et qui disent « mais moi j'aimerais bien grandir dans ce groupe-là ». Et sur les JO par exemple, on a un de nos collaborateurs, Adib El Targui, qui attend d'être sélectionné, donc on croise les doigts, en Jeux paralympiques. Ça fait 10 ans qu'il travaille pour nous. Et il a levé la main à un moment. Il fait du dressage, pardon, excusez-moi. Il fait du dressage. Il a levé la main en disant est-ce que le groupe peut nous aider? On l'a totalement libéré. Alors très modestement, on n'a qu'un athlète. Mais c'est vrai qu'effectivement, en ayant fait cette démarche-là, il y a d'autres athlètes qui se sont réveillés, d'autres personnes qui nous ont dit. Donc encore une fois, ça vient par une action collective, mais il faut qu'elle vienne d'abord de tout en haut. Si vous n'êtes pas convaincu par le sujet, vous aurez beau emmener tous vos collaborateurs, ça ne marchera pas. Moi, je suis convaincu par le sujet sur tout type de diversité. Parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup d'inclusion aujourd'hui, depuis ce matin, et de quartiers prioritaires, mais ce n'est pas que le sujet. J'insiste là-dessus, même si les JO aujourd'hui sont dans une zone plutôt parisienne et Seine-Saint-Denis, mais on aura aussi des villes en France qui vont accueillir. Je pense à Marseille qui va accueillir effectivement une partie de la voile, et puis même plus loin, du côté de Tahiti, le surf. Donc il faut que ce sujet-là il soit infusé nationalement, en plus haut lieu, dans tous les quotidiens. C'est le cas aujourd'hui. Alors, c'est le cas, ce que vous nous dites dans votre entreprise, mais vous faisiez référence aux bénévoles, ça. Est-ce que vous êtes inquiet comment dire, du fait que certaines actions ne soient pas mises en place, qu'il n'y ait que des mots, peut-être Alors, inquiet, non, j'ai envie de vous dire, j'en ferai plutôt une opportunité, parce que je ne sais pas si on trouvera tous les bénévoles pour le faire, je le souhaite, on le voit déjà avec la sécurité. En revanche, ce qu'on s'est proposé de faire, nous, et on l'annonce aujourd'hui, c'est de mettre à disposition l'ensemble des plateformes que nous avons au niveau formation sur les métiers de l'hospitality, sur les métiers des premiers gestes de secours, sur les métiers voir tout ce qui est risque potentiel en termes d'attentats hautes, parce qu'on a des formations en interne pour toutes nos équipes. Quand on fait Roland-Garros, on doit former nos hôtes et hôtesses, non pas à intervenir, mais à détecter des signaux faibles. Et on s'est dit avec les équipes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour participer à ces JO? C'est de mettre à disposition, donc je laisse effectivement après les institutions de l'État venir nous rencontrer pour leur proposer d'ouvrir cette plateforme, d'être une plateforme totalement ouverte pour permettre à toutes les personnes issues de ces quartiers prioritaires ou autres d'avoir accès à ces formations. Et derrière, bien évidemment pour nous sommes sur des métiers en tension, de pouvoir les recruter et leur faire carrière au sein du groupe. Et d'ailleurs, chez le groupe ou en général dans les métiers du service. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas y avoir de risque, par exemple, dans votre corps de métier, qu'il manque des gens pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça pourrait être un sujet dans d'autres Dans la sécurité, ça en est un, parce que vous avez un frein, une barrière à l'emploi, donc il y a un niveau de diplôme, donc ça va être plutôt une course au salaire. Dans nos métiers à nous, je ne vous dis pas que ça sera facile, mais on a quand même un vivier d'équipe qui est présente en CDI chez nous et qui va donc intervenir pendant cette période. Et cette période, il n'y a rien d'autre en événement. Alors que tout au long de l'année, vous avez énormément d'événements. Vous citez l'Accor Arena. Il y a énormément d'événements. Il y en a 150 par an de mémoire. Là, ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas un événement sur Paris. C'est ce que nous a dit l'UNIMEF, qui est l'organisme qui s'occupe des événements. Le seul événement, ça sera les JOP. Et tout le reste, il n'y aura rien qui se passera. Donc, ça peut être un sujet pour vous également chez Cisco? Oui, absolument. Je voulais juste revenir sur ce que vous évoquiez en ce qui concerne ça doit venir du haut, et puis effectivement, ensuite ça infuse, et puis ça remonte. Oui, effectivement. Je voudrais juste rajouter une chose aussi qui est importante, en tout cas dans mon secteur, mais je pense que ce n'est pas le seul. On parlait de l'industrie tout à l'heure avec le ministre. C'est une nécessité de travailler sur l'inclusion, pour une raison très simple, c'est que, en tout cas dans mon domaine, je vous le disais, l'innovation va très très vite, on a besoin de talent, on en cherche constamment, et vous avez un facteur de vieillissement de la population, pas loin de 40% des gens dans l'informatique, dans les 5 ans partent en retraite, on a un vrai problème. Vous avez, c'est prouvé maintenant, des quartiers, dans les quartiers des talents, il y en a partout. Moi je viens d'un quartier aussi, j'ai bougé après, mais moi j'étais à Argenteuil. Il y a des talents partout, et puis on sait tous maintenant que de toute façon l'inclusion, ça crée de la richesse, et quand je dis ça crée de la richesse, ça crée de la valeur aussi pour l'entreprise.
Et cette équation, il faut arriver à la résoudre, mais il y a une véritable problématique économique. Il faut le faire. Il y a un problème d'inclusion, on a des talents, mais on n'a plus personne. Donc c'est à nous de travailler là-dessus et de casser ce cercle infernal. Au-delà du fait qu'il faut effectivement motiver, inculquer, discuter, fédérer les équipes, mais il y a une vraie nécessité, quoi. On n'a pas le choix. Je trouve que c'est très paradoxal ce qu'on est en train de dire. On est en train de vivre une société qui se pose la question au Parlement de la place de l'immigration, qui se questionne sur le devenir de la nation par rapport à qui on est. Et on est en train de se dire que où il y a des talents, où il y a de la richesse, où on a besoin de construire ensemble la société de demain, on peut avoir des manques par manque peut-être de recrutement et autres. Le travail qu'on est en train de faire actuellement, sur justement cette prise de conscience-là, parce que quand vous interrogez les gens, et Constance Révière le disait tout à l'heure sur une autre table ronde, quand les gens ont dans leur entourage des personnes issues de l'immigration, les gens ont un regard complètement différent sur la question. Quand on questionne les gens sur ces champions qui ont gagné pour la France, alors là c'est marrant, personne parle d'expulsion du territoire national ou de quotas. Je rappelle que le général de Gaulle en 1960, quand la France revient avec 0 médaille, considère qu'un pays qui n'a aucune médaille est un pays qui est en train de mourir. Donc je cite quand même une personnalité que l'on ne peut pas qualifier de gauche, qui se rend compte qu'il faut avoir une ouverture d'esprit et que cette ouverture d'esprit va devoir former des jeunes au sport, mais pas simplement. Elle va devoir regarder la société française pour former des jeunes qui ne sont pas formés. Et l'exemple que vous venez de donner sur l'absence de piscine sur un territoire, généralement, quand il n'y a pas de piscine, c'est rare qu'on soit bon en natation. Quand il n'y a pas de cours de tennis, disait Yannick Noah, c'est rare qu'on soit bon en tennis. Et on découvre que des infrastructures, s'appuyer sur les populations, travailler la formation, donner envie aussi du vivre ensemble. Ça veut dire quoi, le vivre ensemble? Quand vous avez une équipe de foot, les gens ont envie d'y être ensemble. Quand vous avez une nation et que vous voulez lever des gens qui, ensemble, vont pouvoir gagner des médailles, vous devez créer une synergie, un plaisir d'être ensemble, une envie et une dynamique. C'est comme ça qu'on fabrique une nation de champions. Vous vous rendez compte de ce paradoxe qu'on est en train de discuter là? On est en train de se rendre compte qu'on a une nation et des départements qui sont d'une richesse totalement incroyable. Mais par manque d'infrastructures, par manque de volonté, par manque de croyances, par manque de politique publique, on n'est pas capable d'aller chercher cette jeunesse pour l'ensemble de la société, mais là beaucoup plus spécifiquement, pour être une grande nation sportive. Et l'exemple des Jeux Olympiques qui arrivent dans notre pays est un exemple que l'on pourrait extrapoler à l'ensemble de notre société française. Et on voit bien qu'il y a un tiraillement qui est intéressant en ce moment, parce que nous, on tourne actuellement avec un autre partenaire premium des Jeux Olympiques, qui est le groupe BPCE, pour juste aller expliquer sur les territoires cette histoire. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous interrogez quelqu'un qui doute, on va dire, je vais faire simple, de l'intérêt d'avoir un pays avec une politique migratoire un peu dynamique et intégrationniste. Mais quand vous commencez à lui raconter ceux qui ont gagné des médailles, il dit oui, non mais c'est pas d'elle ou pas de lui dont je parlais. Et quand vous parlez aussi aux autres, à tous ces gamins qui se demandent c'est quoi être français, et que vous leur racontez que depuis un siècle, il y a des sportifs issus des 4 coins du monde qui ont remporté des médailles pour la France. Vous changez la manière de regarder le récit de votre pays. Vous changez même la manière de se penser français. Vous changez la manière de vivre ensemble. Je suis désolé, mais si on ne raconte pas des histoires, et si on ne raconte pas des belles histoires, avec toute leur complexité, ce que je racontais au début, si on ne raconte pas aussi la responsabilité, il a des responsabilités. Il devient un emblème de la nation. Il devient un modèle dans son quartier. Il devient un symbole de la société française. Il devient un exemple de la République. Et en plus, il a un bac+5 et il va être un grand ingénieur. Oui, sauf que beaucoup doutent que c'est possible. C'est pour ça que d'avoir des emblèmes, d'avoir dans cette société d'inclusion des rôles modèles, des personnes qui sont capables de démontrer que ce que nous faisons est pertinent et réussi. C'est très compliqué, parce que certains voudraient nous faire croire que ce n'est juste pas possible, qu'il n'est pas possible de se construire cette France de la diversité ensemble. Vous vous rendez compte le paradoxe qu'il peut y avoir? D'un côté, ces Jeux vont symboliser une France des 4 coins du monde, sur son territoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, la France est le premier pays en Europe pour les communautés subsahariennes, premier pays en Europe pour les communautés maghrébines, premier pays d'Europe pour les côtés caribéennes, premier pays d'Europe pour les populations du Sud-Est Asie. C'est l'histoire de notre pays. Et l'histoire de notre pays, elle n'est même pas valorisée dans un moment comme celui-là par certains qui sont en train de douter au Parlement qu'il faudra avoir une politique ouverte. C'est un paradoxe incroyable que nous vivons aujourd'hui. Et justement, les sportifs sont une parole incroyable pour démontrer le contraire. Ils sont, en fin de compte, je dirais même bien souvent, avec les artistes aujourd'hui, ceux qui démontrent que ce qui fait la richesse de la France, il suffit de regarder les 10 premières personnalités préférées des Français. C'est aussi le fruit de cette histoire. Et on doit
être capable de le raconter, ce récit, de le raconter avec toutes les valeurs que ça porte, avec tout ce qui a permis de construire la nation d'aujourd'hui, et en fin de compte, parce qu'un des héritages des Jeux Olympiques qui peut être loupé, c'est celui-là. Qu'on n'ait pas compris que notre nation est aussi grande, tout simplement quand elle sait s'appuyer sur ceux qui la font, et ceux qui, depuis maintenant plus d'un siècle, racontent cette histoire. Aurélien, je vous ai vu opiner de la tête. Alors, il nous reste 3 minutes pour qu'on soit dans les temps. Elles sont pour vous, Aurélien. Ok. J'apprécie beaucoup le discours qu'il a pu porter. C'est vrai, en fait, la France est résolument un pays de mixité. Moi, quelque chose qui me parle souvent, c'est quand je voyage à l'étranger avec l'équipe de France. Avant même que j'ai ouvert la bouche, les gens constamment savent You are French. On est français. Et quand on voit notre équipe de France, composée de pour parler de mixité raciale, de Noirs, d'Arabes, de Français, d'Européens, très clairement, en fait, les gens nous identifient directement comme des Français parce que c'est l'image de la France, c'est la mixité, et on a besoin de chacun chacun de ces aspects en fait pour briller. Et tout à l'heure on expliquait, il parlait de rôle modèle. Moi j'ai vraiment à cœur, et c'est ce que j'expliquais, d'aller à chaque fois discuter au plus proche auprès de tout public, que ce soit féminin, handicap, parce que justement il n'y a pas que les quartiers prioritaires, mais aussi au niveau des quartiers prioritaires de ma Seine-Saint-Denis, pour du coup leur donner des rôles modèles, leur expliquer que ne vous limitez pas, gardez toujours un esprit rempli d'ambition. Ne vous limitez pas au sport, parce que je parlais de Bondy, on est résolument une ville de foot. Avec William Saliba, Jonathan Iconé, je ne cesserai de les citer, au-delà de Kylian. Et à chaque fois, j'ai à cœur de retourner voir les plus jeunes et leur rappeler que ne vous limitez pas au sport. Parce que souvent, en fait, du coup, on parle d'inclusion par le sport. J'en suis le premier, mais il ne faut pas se limiter à ça. Il y a vraiment un autre projet. C'est pour ça que j'ai poussé mon double projet jusqu'à du coup pouvoir avoir eu ma dernière expérience professionnelle en UX/UI. Sur les interfaces, sur les voitures autonomes, dans un des plus grands groupes mondiaux. Renault. Renault, c'est bien ça. On peut le dire. Hein. Ok, au Technocentre. Et c'est vraiment ça, j'avoue, que j'essaye de partager avec les gens, c'est que c'est bien, c'est beau, mais j'espère que le piège à éviter, c'est de ne voir finalement que l'immigration ou le fruit de l'immigration et cette mixité-là ne peut servir que dans le sport. C'est pas vrai. Il y a plein d'autres choses à pouvoir en tirer, il y a plein d'autres choses. Pour parler des métiers du numérique, j'essaie de faire vite, désolé. Pour parler des métiers du numérique, pareil, j'ai intervenu et c'est important de pouvoir expliquer aux femmes qui, pour beaucoup, pensent que les métiers numériques ne sont que masculins, leur expliquer que non, en fait. Il y a plein de femmes dans le métier du numérique, et de pouvoir, moi, utiliser mon expérience, puisque j'étais en UX/UI, du coup, côté numérique, pour leur expliquer que j'étais entouré de femmes, et donc ne cassez vos stéréotypes de vous dire que finalement, c'est un monde résolument masculin. Au niveau des sportifs, j'espère aussi que les Jeux Olympiques permettront d'avoir un autre œil sur les sportifs et de finalement ne pas les cantonner à ça, de ne pas les cantonner à l'image qu'on a eue malheureusement de Franck Ribéry. Pourquoi lui? Je ne me moquerai jamais de lui, mais parce que disons qu'il n'a pas été le seul. Les médias aimaient beaucoup se moquer de lui et essayer de lui donner une vision assez abrutie des sportifs. Et c'est pas le cas. Moi, je suis entouré de personnes que je trouve tellement cultivées. Prendre que Souleymane Sissoko avec qui j'aime beaucoup discuter, c'est vraiment essayer d'avoir une autre vision du sport et des sportifs et finalement de aussi les inclure dans la société et ne pas les cantonner seulement à bon, ok, t'es bon en sport, t'as des gros biceps et tu ne sais faire que ça. Et je pense que c'est aussi un des enjeux des Jeux Olympiques, au-delà du fait que j'espère qu'on radera vraiment ces Jeux Olympiques, comme je disais tout à l'heure, par le fait que quel que soit le sport, chacun arrive avec sa différence et la tire au profit de ces Jeux Olympiques. Et j'aime à penser qu'on se rapprochera un peu plus des Jeux Olympiques, que notre société s'inspirera un peu plus de ces Jeux Olympiques pour grandir. Et parce que j'aime à rêver que dans la société prochaine, il y ait une juste place pour tous. Merci beaucoup. Merci.
On vous souhaite et on espère vous retrouver à ces Jeux l'été prochain. Merci à tous les 4. On embrasse Franck Ribéry également. Merci de nous avoir écoutés. Et place maintenant à une keynote wokisme, fantasme ou réalité en entreprise avec Inès d'Auvergne et Éric Revel. Bonjour Inès. Bonjour Éric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici, alors à la fois comme journaliste, mais aussi comme ancien patron de médias, puisque j'ai dirigé pendant 8 ans la chaîne d'information du groupe TF1 LCI. Alors j'ai cette expérience dans le privé, dans un secteur circonscrit, qui est celui des médias, mais aussi dans le public, puisque j'ai dirigé le réseau à Radio France qui s'appelle le réseau France Bleu, qui sont les radios locales de Radio France. Il y a 44 locales en France qui transmettent l'information de proximité. Donc j'essaierai de vous faire partager mes deux approches, pas différentes, mais pas tout à fait les mêmes. Et puis on parlera évidemment des limites que je vois à ce qu'on appelle le wokisme d'entreprise, dans l'entreprise. Mais Inès, peut-être, moi j'ai du mal quand même à parfois à circonscrire le terme. Il y a un côté un peu flou dans cette notion de wokisme. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, effectivement, je vais répondre à ta question. Peut-être juste avant vous dire, moi, de quelle place est-ce que je parle, parce que c'est toujours effectivement intéressant de se dire de quelle place est-ce qu'on témoigne. Moi, je suis experte sur les sujets de diversité et d'inclusion depuis 20 ans. Donc, en fait, depuis 2004, j'accompagne les entreprises privées et publiques sur toute la mise en place de leur politique de non-discrimination, de diversité et d'inclusion. Et donc, notamment, moi, je passe mon temps depuis 20 ans dans les entreprises à faire des formations, des conférences, des focus group, à échanger avec les gens sur ces questions-là. Et donc, je vais partager avec vous les constats que je peux faire sur ce qui remonte en entreprise, sur les sujets qui sont émergents et notamment sur cette question. Donc pour répondre effectivement à ton interrogation, je pense que c'est intéressant quand on parle de cette question du wokisme de se poser juste 2 secondes sur qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce que ça se définit. Parce que finalement, c'est un mot valise qu'on entend de plus en plus. Et moi, je le compare assez souvent en fait à un mirage. C'est-à-dire que quand on le voit de loin, on a l'impression de voir à peu près à quoi ça correspond. Mais plus on s'en rapproche et plus on essaye de le définir de manière concrète, et plus on s'aperçoit que finalement, les définitions, elles varient en fonction des gens qui les emploient. Une chose déjà qu'on peut noter, c'est que en France, en tout cas, le fait de faire référence au wokisme, c'est jamais positif. Moi, je connais personne en entreprise qui se revendique être wokiste. On en parle toujours avec des gens qui critiquent le wokisme, qui sont anti-wokistes ou qui disent attention à ne pas basculer dans le wokisme. Donc déjà, c'est un premier point qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de cette notion-là, elle est toujours prise de manière négative. Si on revient en fait à l'origine du terme, wokisme, ça nous vient des États-Unis, et initialement c'était plutôt un terme qui était connoté positivement et qui vise à dire ce sont les gens qui sont éveillés aux inégalités. Donc a priori, on peut se dire que toutes les personnes qui sont engagées sur les questions de non-discrimination et d'inclusion, qui y sont sensibles, devraient normalement se définir comme étant wokistes. C'est pas du tout l'utilisation qu'on en fait en France. Donc en France, je vous disais, c'est toujours pour critiquer et pour dire attention, le spectre du wokisme, attention, c'est un danger pour la cohésion sociale, attention, c'est un danger pour notre société. Et c'est un sujet qui commence à rentrer dans les entreprises depuis relativement récemment, c'est-à-dire que moi, ça doit faire à peu près 1 an et demi ou 2 ans que je commence à avoir des échanges avec des gens dans le cadre de formation qui me disent mais est-ce que du coup ça, ce serait pas du wokisme ou est-ce qu'on ne serait pas en train d'aller trop loin? Et derrière, ça exprime un certain nombre de peurs dont on pourra parler tout à l'heure. Je pense qu'il faut pouvoir aborder et déconstruire. Donc, pour répondre à ta question, c'est un peu un terme valise. Et donc l'anti-wokisme est encore plus gros comme terme valise que le wokisme. On s'oppose à quelque chose qui finalement est assez flou. Alors, c'est vrai, tu as raison de le dire. Moi, je l'ai constaté dans les fonctions de direction que j'occupais dans le secteur des médias, que autant on parlait il y a encore 10 ans, 12 ans de l'égalité homme-femme, ça c'était un sujet récurrent, notamment en matière salariale, autant il me semble que les inégalités sur les recrutements, l'inclusion ethnique, l'inclusion des différences sexuelles n'était pas un sujet qui était abordé. Or, je pars d'un principe très simple, c'est que l'entreprise, la collectivité locale, l'administration publique font partie à part entière de la cité. Et je pars d'un principe
très simple, et je vais être un peu provocateur, un peu cynique, c'est que dans l'état de déchirement dans lequel est la société française, de toute façon, l'une des planches de rappel, c'est précisément l'inclusion. Parce que si on n'inclut pas des gens qui ont été, pour différentes raisons, exclus du monde de l'entreprise ou du monde de la société, alors les déchirures dont je parle, on ne pourra jamais les recoudre et elles ne feront que s'élargir au risque de déchirer complètement le tissu sociétal français. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point, c'est vrai que le mot, Inès, fait un peu peur. Il fait un peu peur parce que on a ce qui se passe par exemple dans les universités américaines, qui parfois est extrêmement contraignant pour les gens qui appartenaient entre guillemets à la majorité et qui se retrouvent parfois un peu marginalisés par des minorités, et c'est normal, qui veulent prendre toute leur place. Donc le risque que je vois, au-delà du fait qu'il faut inclure évidemment, et qu'on a besoin de ses talents, et qu'on a besoin de ses compétences, et qu'on a besoin de cultures différentes, le danger que je vois, et que j'ai pu toucher du doigt, c'est que le wokisme, qui est l'éveil à des minorités au sein de l'entreprise, se transforme en revendication identitaire. Et au sein de l'entreprise précisément, Inès, c'est un écosystème, même si on a affaire à un groupe du CAC 40, qui est à la fois fragile et instable. Et le danger que je vois au wokisme, c'est celui-ci. Je ne sais pas si tu le partages. Alors, c'est effectivement ce que tu exprimes là, c'est des choses qui ressortent dans les entreprises. Je disais, moi, je suis assez favorable au fait d'aborder les questions qui gênent et qui piquent, et je pense que c'est hyper important de ne pas balayer des peurs, des appréhensions qui seraient exprimées en formation, parce que finalement, les gens ensuite se retranchent derrière ces craintes et deviennent opposés au sujet. Et donc, c'est hyper important de le creuser. Et quand des gens expriment justement le fait de dire est-ce qu'on n'est pas en train de basculer dans du wokisme ou quel est le risque pour l'entreprise, c'est vraiment d'aller chercher ce qui leur fait peur. Alors, ce qui leur fait peur, c'est effectivement ce que tu as exprimé, cette peur qui peut viser à dire est-ce qu'on ne serait pas en train de faire comme les États-Unis, et donc notamment moi c'est exprimé en formation avec des gens qui me disent est-ce que finalement comme dans les universités américaines on ne pourra plus y rentrer si on n'appartient pas à telle ou telle communauté, est-ce que comme aux États-Unis on ne pourra plus partager un taxi avec une femme quand on va en déplacement professionnel, est-ce que comme aux États-Unis ceci ou cela. Alors je pense qu'un premier point, c'est de se dire il ne faut pas non plus fantasmer sur ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a beaucoup de caricatures en fait qui nous reviennent outre-Atlantique. Finalement, en vrai, dans les entreprises américaines, on n'est pas sur des environnements qui sont à feu et à sang. Et donc il y a aussi beaucoup de fantasmes là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est exprimé en termes de peur, ça va être les gens qui ont peur de la discrimination positive. Alors soit parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont être défavorisés, et ça notamment, moi j'ai des personnes qui l'expriment en entreprise, alors notamment des hommes blancs qui sont hétérosexuels, qui sont valides, qui ont entre 35 et 45 ans et qui disent en fait moi je suis pas concerné par les politiques diversité, est-ce qu'en fait tous les autres ils vont pas prendre ma place, et donc ils se sentent menacés. Et je pense que ce sentiment de menace, il faut le laisser s'exprimer, il faut l'entendre, il faut l'écouter, et il faut rassurer là-dessus. Notamment aussi parce que la discrimination positive, y compris les premiers concernés, n'en veulent pas. Moi, j'ai plein de gens qui me disent mais moi, j'ai pas envie d'être le quota femme de service. J'ai pas envie d'avoir un job parce que j'ai un handicap ou parce que je suis noire ou parce que je viens d'un quartier. J'ai envie d'être reconnue et recruter pour mes compétences, pour mon potentiel et pour ma performance. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'entreprise, elle doit affirmer de manière extrêmement forte en disant l'objectif d'une politique de diversité et d'inclusion, c'est pas de remplir des cases et de sélectionner les gens parce qu'ils appartiendraient à telle ou telle catégorie, c'est bien de lever tous les freins qui font qu'aujourd'hui, on ne laisse pas tous les potentiels s'exprimer et qu'on laisse à la porte de l'entreprise ou à la porte des évolutions de carrière des gens qui méritent, qui ont envie, qui sont motivés et qui sont performants et qui, à cause des discriminations, ne peuvent pas l'exprimer. Donc ça, je pense que c'est important, voilà, de rassurer. Et puis la dernière peur qui est exprimée, c'est notamment un peu ce que tu disais, c'est cette peur finalement de la fragmentation, de dire mais est-ce qu'avec ces histoires de diversité, on ne va pas se retrouver à donner des droits supplémentaires à des gens sous prétexte qui seraient différents. Ça, on l'a beaucoup dit dans les entreprises. Ou est-ce qu'on ne va pas en arriver à des revendications identitaires où chacun va dire et moi, qu'est-ce qu'on fait pour moi. Et je pense que pour déconstruire ça, c'est fondamental de revenir à la définition de qu'est-ce que c'est que l'inclusion.
L'inclusion, en fait, c'est un principe qui va s'accentuer sur 2 piliers. Et ça tombe bien, ces 2 piliers, ça correspond à des besoins humains fondamentaux. Le premier, c'est être reconnu et respecté avec toutes ses singularités. Et ça, en tant qu'être humain, on a fondamentalement besoin d'avoir cette notion de reconnaissance et de respect de nos différences. Et le deuxième pilier, c'est dans un socle collectif. L'inclusion, c'est reconnaître et respecter les différences dans un socle collectif. Quand je dis dans un socle collectif, c'est parce qu'en tant qu'être humain, on a tous et toutes besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à un collectif. Et personne n'a envie d'intégrer une entreprise et d'avoir le sentiment qu'elle n'est pas pleinement reconnue dans le collectif, qu'elle n'a pas pleinement sa part. Et donc, il y a toute cette dimension, finalement. C'est quoi le projet collectif auquel on adhère dans l'entreprise qui fait que on a le sentiment de partager une aventure commune, d'aller tous ensemble dans le même but, au-delà de nos singularités finalement qui vont être différentes les unes des autres. Et ça, je pense que c'est un manque qu'on a non seulement dans l'entreprise, mais qu'on a aussi dans la société de manière générale, où finalement on manque cruellement d'un projet commun qui, au-delà de toutes nos différences individuelles, nous mobilise, nous engage. Et donc il y a une responsabilité effectivement des politiques à créer ce discours commun en fait et collectif. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Il faut agir vraiment sur on respecte et on reconnaît les différences individuelles en les intégrant dans un socle collectif pour que tout le monde ait l'impression de prendre part et d'avoir sa juste place. Et ça fait vraiment le lien avec le sommet d'aujourd'hui. Donc cette question finalement du sentiment d'appartenance au collectif, c'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir une société, une entreprise qui sera fragmentée, mais dans lesquelles on se dira on est tous ensemble dans le même bateau, on ne se ressemble pas tous, on est tous différents, singuliers et spécifiques, mais on ne se hiérarchise pas les uns les autres. Il n'y en a pas qui sont plus méritants et d'autres qui seraient exclus du système. Et donc on a ce sentiment d'adhésion. Alors plusieurs remarques à ce que tu viens de dire. 3 remarques, je vais aller assez rapidement. La première, c'est qu'on sait mesurer dans l'entreprise, on a des outils pour cela, le niveau de discrimination au sens large. Mais en revanche, tu l'as dit en soulevant la question des quotas, on n'a pas trouvé l'outil qui permette précisément, une fois qu'on a fait le constat des discriminations, de rendre les choses équivalentes. Deuxième remarque, c'est que la discrimination positive ou les minorités au sens large, sexuelles, sociales, économiques, ethniques, on risque d'avoir, et ça existe parfois dans les entreprises, une sorte de challenge entre elles, c'est-à-dire la femme qui quitte son job parce qu'elle est enceinte, qu'elle donne naissance à un enfant et qui veut évidemment revenir et avoir continué à progresser dans l'entreprise, elle va se trouver parfois en concurrence avec d'autres minorités qui, elles aussi, et c'est normal, essaient de faire leur place dans la hiérarchie de l'entreprise. Enfin, dernière remarque, qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour que, non pas qu'on soit éveillé à ces sujets, ça c'est l'évolution d'une société qui se démocratise, au contraire. Mais je vais prendre mon exemple personnel, ma chère Inès. Moi, j'habitais Nanterre, cité des Fontenelles à Nanterre, cité HLM. J'ai fait toute ma scolarité au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Mon père était ouvrier. Donc j'étais victime d'une discrimination en fait, j'allais dire sociale et géographique. Parce que quand on habite Nanterre, qu'on est né en 1961, qu'en 1968 il y a eu à l'université de Nanterre une révolution, le fait d'envoyer un CV et de dire que vous êtes de Nanterre, ou de ne pas avoir les réseaux pour, comme c'était mon cas, vouloir faire du journalisme, c'est pas si simple. Or, à l'époque, c'est une évolution positive, mais à l'époque, on ne parlait pas de ces discriminations-là. On ne parlait pas du fait qu'il fallait les combattre, et pourtant, certains ont pu, même si l'ascenseur social commençait à être en panne, monter par l'escalier pour essayer de s'en sortir. Donc, sur mes 3 remarques, l'outil pour gommer ces discriminations à l'intérieur de l'entreprise, le fait que les minorités peuvent se challenger et on peut aboutir à des choses assez lourdes et assez contraignantes au sein de l'entreprise. Je l'ai vécu dans certains médias. Et puis, 3e sujet, que s'est-il passé dans cette société pour que finalement des minorités comme la mienne, même si moi je ne suis ni noir, ni ethniquement minoritaire et plutôt dans la norme pour le reste, enfin la norme, ce qu'on appelle la norme, j'ai quand même réussi, et je ne suis pas le seul, j'ai mes amis... Jamel, enfin tous ces gens-là qui ont fait des carrières à l'époque, dans les années où on avait 20 ans, dans les années 80. Donc la société française est plus bloquée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, non ? Oui, alors effectivement, le sujet n'avance pas aussi vite qu'il devrait.
je vais faire des réponses assez courtes pour qu'on tienne le timing. Je pense que la question de la concurrence, de toute façon, entre les personnes, c'est une réalité dans l'entreprise. Les gens sont de toute façon tout le temps tous en concurrence. Et j'ai envie de dire que le plus performant et le plus compétent gagne. Et c'est l'objectif de justement des politiques de diversité, c'est de bien mettre les critères de sélection au bon endroit. Pas sur des critères de discrimination, mais bien sur l'efficacité et la performance des gens. Et puis sur ce que tu disais, tu as réussi effectivement, je pense qu'il faut faire attention, et on s'est caché derrière ça pendant trop longtemps, au fait de dire, puisqu'il y a des gens qui ont réussi, finalement, si les autres n'y arrivent pas, c'est que c'est de leur faute et c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé. C'est un peu l'écueil qu'on a pu avoir avec cette question des rôles modèles, où pendant des années on disait, regardez, il y a Clara Guémard, il y a Mercedes Serra, si elles ont réussi, ça veut dire que toutes les autres femmes qui n'y arrivent pas, finalement, ne travaillent pas ou ne sont pas assez méritantes. Il faut vraiment qu'il puisse y avoir un travail de fond sur c'est quoi les critères de sélection, c'est quoi les critères d'évolution qui vraiment remettent la question de la méritocratie et des compétences au centre des modes de fonctionnement des entreprises. Et ça, pour le coup, on n'y est pas encore complètement arrivé. C'est mieux, mais il y a encore du travail.